C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir ensemble comment tracer son chemin de vie avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On va aussi découvrir le visage du nouveau directeur général de Théâtre Action. Et tout de suite pour commencer, on parle du nouveau plan stratégique du Centre Le Cap avec sa directrice générale qui vient nous visiter aujourd'hui en studio, Madame Rachel Gouin. On s'est vu en virtuel pendant 2 ans, je dis à tous les invités. Fait que vous existez là, c'est en chair et en os, vous êtes là. Oui. Et vous venez avec de belles nouvelles pour ce nouveau plan stratégique là. Mais avant, on voulait un peu rappeler les bons coups du Centre Le Cap pour la dernière année, quoique c'était pas facile. Oui, ben c'est sûr, on était encore en situation pandémique, mais on a vu 20 000 personnes qui nous ont fait confiance, qui se sont tournées vers nous quand il y avait des difficultés. Puis on a une équipe de plus de 200 personnes qui les ont entourés, qui les ont appuyés dans des centres éducatifs, avec la petite enfance, des centres plus intensifs pour soutenir les personnes aux prises avec des dépendances, soutenir des familles qui vivaient des difficultés, des enfants avec des troubles de santé mentale. Alors vraiment un ensemble de services. On sait que avec la pandémie, le niveau de santé mentale des gens c'est devenu vraiment accru. Ensuite de ça, il y a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à être à excéder dans les dépendances aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué dans votre centre? Oui, nos cliniciens nous en parlent, que les situations sont plus accrues. Les gens ils ont été isolés, puis on n'a pas eu la chance d'intervenir rapidement, tôt. Alors les situations sont plus critiques, les besoins sont plus grands, les gens souffrent davantage. Alors c'est vraiment important de pouvoir intervenir le plus tôt possible. Le plus tôt possible, oui. Et puis alors ce plan stratégique 2022-2025, est-ce qu'il s'appuie aussi sur les bons coups et les moins bons, on va pas dire les pas bons, mais les moins bons de la dernière année? Oui, certainement. En fait, c'est quand je suis arrivée l'an passé, j'ai vraiment, je me suis mis à l'écoute des équipes, du conseil d'administration, de nos équipes, de notre clientèle, de nos partenaires pour voir. Le CAP a été fondé en 2020, alors de savoir à quoi on aspire pour notre bel organisme, où on veut aller, puis de trouver le consensus parmi tous ces gens-là pour avoir un plan stratégique qui nous ressemble, qui nous rassemble. Alors, c'est un peu ça le projet. Donc, après toute cette consultation-là, on a identifié des priorités. On est allé revalider ça avec tout le monde. Puis là, vraiment, on se sent très solide dans notre plan. Puis il y a beaucoup d'enthousiasme pour les prochaines étapes pour notre bel organisme. Alors, on parle des coûts que vous avez eu à faire, surtout pour votre personnel. Qu'est-ce qui est ressorti? Alors, qu'est-ce qui est ressorti du plan stratégique ou de l'année passée? Du plan stratégique. Du plan stratégique. Donc, on veut miser sur 3 choses. La communauté. Donc, vraiment offrir des services qui répondent aux besoins de la communauté francophone dans toute sa diversité. Alors, avoir des services qui sont accessibles, les bons services au bon moment, puis d'avoir une culture d'amélioration continue, qu'on puisse continuer à travailler sur nos services pour qu'ils soient à la fine pointe des connaissances et des accueils pour notre clientèle. On veut créer des milieux d'espoir, qui suscitent un sentiment d'espoir dans l'avenir, puis d'un sentiment d'appartenance. Donc, nos milieux de travail, nos milieux cliniques, nos centres éducatifs, on veut susciter ça chez les gens. Et la troisième, c'est vraiment une consolidation, de continuer à se travailler. On est un organisme qui s'est intégré, de continuer à travailler l'intégration pour qu'on puisse être un organisme solide, prêt à répondre aux besoins. Donc, vraiment travailler sur nos systèmes. On a bravement entamé un processus d'agrément. On veut être un employeur de choix. Donc, on s'est mis des grands objectifs, mais c'est vraiment pour
se consolider, se solidifier en tant qu'organisme pour être le mieux outillé pour répondre aux besoins. On peut dire que vous avez fait un grand parcours parce que le Centre Le Cap, c'est un mix de 2 organismes, on le sait. Ça s'est fait en 2020, si je me trompe. En 2020. Et en 2021, je pensais encore que c'était 2022, mais c'est en 2021 que vous avez reçu un prix même de reconnaissance au prix Bernard Grand-Maître à la soirée des galas pour le travail que vous avez fait. Donc, je me dis que ça vous a mis un peu, pas une bonne pression. La barre est haute. La barre est haute, c'est ça, pour la communauté, parce que là, maintenant, tous les regards se tournent vers vous pour, OK, qu'est-ce que vous pouvez donner de plus encore? Mais je pense que l'intégration a vraiment permis plein de nouvelles choses. Il y a des programmes, on a un programme pour ados, le programme Entraide, qui est un programme qui est un partenariat entre nos services intensifs en dépendance et en santé mentale. Donc ça, c'est un programme qui existe grâce à l'intégration. La même chose pour les programmes de traitement de jour pour les jeunes qui vivent des dépendances ou des troubles de santé mentale qui viennent déranger ou perturber leur fonctionnement scolaire. Nous, on les soutient. Collaboration encore entre nos secteurs. Les différents programmes sont importants. Je pense pas qu'on devrait passer vite fait dessus. Fait qu'on va prendre une pause. On va revenir juste après. Puis peut-être qu'on pourrait donner quelques éléments de ces programmes-là. Oui. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le contenu de la nouvelle programmation stratégique, du plan stratégique du Centre Le Cap avec sa directrice générale Rachel Gouin. Et avant la pause, on parlait des merveilleux programmes que vous offrez pour les jeunes. Et puis moi, ça m'a interpellée parce qu'on parle de dépendance et puis c'est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes, surtout avec la pandémie qu'on a eue dernièrement. Et vous avez un très beau programme intitulé le programme Entraide. Oui. Il s'agit de quoi? Oui, bien, il s'agit en fait d'une collaboration entre nos experts en santé mentale et en dépendance. C'est un programme pour les jeunes de 12 à 24 ans, des gens qui vivent des troubles de santé mentale ou de dépendance ou qui ont... qui veulent un soutien, en fait. C'est un groupe de jeunes. C'est animé par des jeunes thérapeutes. Des jeunes peuvent s'auto-référer ou on peut leur suggérer, des gens à l'école peuvent suggérer qu'ils participent au programme. Donc, c'est vraiment pour outiller les jeunes pour qu'ils puissent se sentir mieux, retrouver un mieux-être, puis chercher un soutien plus... intense ou plus grand s'ils en ont besoin. Est-ce qu'il y a un intérêt avec ce programme-là? Oui, il y a un grand intérêt. Il y a encore de la place. La prochaine session commence en octobre, donc les gens sont bienvenus à communiquer avec nous sur notre site web, centrelecap.ca. Centrelecap.ca. Alors, le programme qui commence en octobre, il va s'arrêter quand? Et puis, est-ce qu'il y aura une autre cohorte? Plusieurs mois. Oui, il y a une cohorte. C'est un programme qui se poursuit. OK, c'est bon à savoir. Là, je ne sais pas exactement combien de temps il dure. Mais on va aller sur le site web, là, www.centrelecap.ca pour avoir plus d'informations. Le programme s'appelle le programme Centre Aide pour les jeunes de 12 à 24 ans. On veut insister là-dessus. Ça peut aider les parents et aussi les jeunes. On va aussi parler des besoins grandissants et plus complexes parce que c'est un point que vous voulez mettre en avant. Quels sont vos besoins? Les besoins...
Ben, les besoins du... Bon, en fait, quand je parlais des besoins grandissants, je parlais surtout des familles et des jeunes. Le résultat de la pandémie, de l'isolement que les gens ont vécu, que les besoins sont plus grands. Pour le CAP, c'est sûr que les besoins pour les francophones, on a besoin d'employés, des gens qui ont le goût de ça. Ça revient toujours. C'est devenu le sujet du jour maintenant. Mais oui, c'est ça. Oui, mais on a des postes qui sont ouverts, et, bon, des gens qui ont le goût de se retrousser les manches, travailler en français, desservir la communauté francophone. Alors, on a des places pour des gens avec plein d'enthousiasme. On dira quoi, des places en administration? Oui, aussi des thérapeutes, oui, des experts en petite enfance. Là, je ne sais pas exactement lesquels sont ouverts en ce moment, mais je sais qu'il y a des besoins dans le secteur santé mentale, jeunes et familles, et dépendance, troubles concomitants, jeunes et familles sont aussi à la recherche de gens qui sont intéressés à se joindre à l'équipe. Parce que vous avez de beaux projets, mais s'il n'y a pas de personnel pour vous aider, ça va pas voir le jour, ça va pas perdurer en fait. Oui, mais on continue, mais ça fait que ben c'est ça. On a besoin d'être nombreux pour répondre aux besoins. Il y a un point que j'aime bien dans les grandes lignes de votre plan stratégique. Donc je vais rappeler, on parle de communauté, espoir et consolidation. Et quand on parle de consolidation, à quoi vous faites référence? On veut revenir un peu là-dessus. C'est vraiment le projet d'intégration, de dire qu'on était deux organismes, on en est un, où est-ce qu'on veut aller, puis de mettre tous les systèmes en place et de mettre la barre haute, comme on parlait, là, d'avoir, d'aller, tant qu'à s'intégrer puis à travailler, revoir les politiques, revoir les pratiques et tout ça, bien, on va y aller puis on va les mettre à niveau des normes puis d'avoir un agrément en bout de ligne. Donc, c'est vrai, c'est ça. Puis aussi de regarder tout l'appui qu'on donne à nos employés, comment être un employeur de choix, recrutement, formation, soutien aux employés. Donc, tout ça fait partie de la consolidation. C'est vraiment le projet d'intégration qui, tu sais, ça va durer quelques années. Là. C'est un projet de quelques années de se solidifier, de se retrouver. Le plan stratégique, c'est vraiment un beau moment pour dire c'est par là qu'on veut aller, puis de savoir, de savoir le chemin. On sait par où on s'en va, là. Et puis, quand vous parlez d'employeur de choix, là, il y a un terme que moi, j'ai appris dernièrement, que j'arrête pas de demander à tout le monde, c'est la marque employeur. Parce que vu qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, les gens ont le choix maintenant de se dire, OK, moi, là, je peux décider de travailler avec telle entreprise. Donc, l'entreprise ou l'organisme qui veut attirer du monde doit vraiment mettre, je pense, son humain en avant. Est-ce que c'est le cas avec le Centre Le Cap? Ben oui, je pense que oui, c'est vraiment ça qu'on aspire. C'est en place beaucoup d'un souci pour le bien-être des gens, de pouvoir qu'ils puissent s'épanouir, de se faire entendre, d'avoir de savoir que la gestion et que leurs équipes sont à l'écoute. C'est vraiment... Mais c'est des gens qui ont travaillé dans une pandémie, ils ont soutenu leur propre famille, leur propre milieu et soutenir les autres. Donc, c'est très demandant. Alors, oui, la barre est haute pour nous aussi, de dire qu'on veut répondre bien à leurs besoins, à notre main-d'œuvre aussi. Mais en même temps, vous les appuyez, comme vous l'avez mentionné. C'est pas comme s'ils venaient travailler avec nous et puis on vous laisse faire tout le travail. Il y a un appui, il y a un encadrement qui vient avec aussi, parce que c'est important. Oui, donc notre clientèle qui se tourne vers nous, les équipes de première ligne, puis ensuite les équipes de gestion administrative et tout ça, et le conseil d'administration qui soutiennent tout ce beau monde-là. Vous faites un excellent travail, là, je vais le dire. Et puis, je sais que c'est une bonne pression qu'on vous a mis avec le prix Bernard. Oui. Mais ça a créé du bon, ça a créé ce beau plan stratégique, là, 2022-2025, qui, je pense, est déjà en action, parce que c'est depuis le 27 septembre. C'est le 27 septembre, mais les priorités, on a commencé à les élaborer, puis on n'a pas tardé de les mettre en action, là. Donc, on n'a pas attendu le lancement, on a déjà commencé à agir. Vous avez déjà commencé à agir. Alors, pour les gens qui nous regardent à la maison, surtout, par exemple, pour des nouveaux arrivants, parce que septembre, automne, là, on se dit que c'est toujours, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler les services qu'offre le Centre Le Cap? Oui. Centre éducatif, soutien en santé mentale, soutien en dépendance. Pour les adultes, les jeunes, les familles, on a une approche qui est très centrée sur... on travaille avec toute la famille. On a une équipe diversifiée, on a une panoplie d'expertise. Alors, on espère que les francophones se tournent vers nous s'ils ont besoin. Et les activités aussi pour les jeunes, je pense qu'on en a parlé un tout petit peu, vite fait. Oui, il y a des programmes, par exemple le programme Entraide, il y a des groupes pour les parents, il y a des services dans les écoles.
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est gros, c'est gros. On ne peut pas tout dire là. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir partagé ces points-là avec nous. Est-ce que les gens du public peuvent avoir accès au plan stratégique? Il me semble que c'est sur le site web en ce moment. Sur le site web. Ben, parfait. Vous avez fait un excellent travail, Merci. je l'ai dit pour la énième fois encore, parce que j'ai vu un peu le plan stratégique là. C'est vraiment très beau ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, pour les gens à la maison, déjà, vous pouvez aller au www.centrelecap.ca pour avoir accès à tous les programmes et à toutes les activités offertes à toute la famille, mais surtout pour les jeunes. Là, je veux parler encore du programme Entraide. Et aussi, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil au plan stratégique 2022-2025 pour voir qu'est-ce que le Centre Le Cap est en train de mijoter pour toute la communauté francophone. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on découvre ensemble le nouveau visage du directeur général de Théâtre Action. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je l'ai dit avant la pause, vous allez enfin voir le nouveau visage du directeur général de Théâtre Action, un visage que vous allez sûrement reconnaître, Benoît Roy. Et il est dit de lui que c'est un ardent défenseur de la culture scénique franco-ontarienne. Il a un très beau parcours dans le domaine communautaire, dans le domaine des arts évidemment. Et puis, on veut rappeler aux gens, surtout pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous êtes arrivé à ce poste de directeur général de Théâtre Action. Oui, donc j'ai œuvré avec le Théâtre du Trillium pendant 10 ans. Donc à partir de 2008, dès ma sortie de l'Université d'Ottawa. Et par la suite, je me suis dirigé à la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. J'ai sûrement vu beaucoup des spectateurs, au fait, à la Nouvelle Scène Gilles Desjardins. J'y ai œuvré pendant 4 ans. Et puis, pendant même mon séjour au Théâtre du Trillium, j'ai également été directeur artistique du Théâtre Tremplin de Vanier, donc qui est une troupe de théâtre communautaire à Ottawa, pour me retrouver ici à Théâtre Action là, depuis début août. J'ai pas envie d'envoyer des pics là, mais j'ai lu quelque part que la Nouvelle Scène avait du mal à laisser partir Benoît parce que c'était comme un bijou, mais malheureusement, il reste encore dans la communauté, tout près, pas loin d'eux là, mais il est à Théâtre Action en ce moment. Et puis Benoît, il a étudié en quoi pour se lancer tout de suite à Trillium, avec Trillium, quand il est sorti de l'université? En fait, c'est ça, j'ai fait mon bac en théâtre à l'Université d'Ottawa. Et puis, avant ça même, j'avais fait un diplôme en théâtre, en anglais, au fait, au Collège Algonquin. Alors, il a toujours évolué dans le domaine du théâtre. Maintenant, ma question, elle vient maintenant. Pourquoi le domaine communautaire? Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre? Oui, au fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'à Théâtre Action, au fait, on couvre les 3 volets, si on veut, du théâtre. Donc, c'est-à-dire, il y a le volet, oui, communautaire. On touche aussi au volet professionnel et on touche
au volet scolaire avec notre festival Théâtre-Action en milieu scolaire. Donc, c'était une lignée tout à fait logique pour moi de dire, j'ai fait 10 ans auprès d'une compagnie professionnelle, j'ai fait 6 ans auprès d'une compagnie communautaire, j'ai donné des ateliers au Festival Théâtre-Action en milieu scolaire et j'ai travaillé pour un diffuseur. Donc, le show Théâtre-Action était de mise, là, dans le sens où je connaissais tous les catégories de membres. On va en parler un peu plus tard du festival en milieu scolaire et puis aussi des feuilles vives qui se sont passées dernièrement en septembre. Mais juste pour revenir encore une fois à Benoît. Alors, Benoît, puisque tu es un ardent défenseur de la scène, en tout cas de tout ce qui est scénique, artistique, franco-ontarien, là, j'ai envie de savoir pour toi, hormis ton titre de directeur général de Théâtre-Action en ce moment, comment tu vois la scène franco-ontarienne dans le monde du théâtre? C'est certain. En ce moment, on se remet de la pandémie, on le sait. Je veux dire, même l'invité qui était juste avant moi en parlait aussi. On est en crise de main-d'œuvre. Mais ceci dit, les artistes ont une voix. Les artistes ont des choses à dire. Ça fait 2 ans qu'ils essaient de dire des trucs, de se réinventer, de réfléchir leurs pratiques et tout ça. Mais le milieu théâtral franco-ontarien a besoin de vous parler, a besoin de parler au public et a besoin du public parce qu'on s'entend du théâtre sans public. Du théâtre avec du public sur la caméra, c'est pas la même chose. Là, ils ont besoin de revoir les gens en salle. Et puis, de toutes les manières, avec la pandémie, là, peu importe le domaine, les gens ont réussi à se redécouvrir, ils ont réussi à se réajuster dans leur manière de faire. Et puis, il me semble qu'il y a eu des activités virtuelles aussi du côté du monde théâtre aussi. Oui, tout à fait. En fait, les diffusions, les rediffusions des spectacles ont été très populaires. On a aussi les balados-diffusions qui nous ramènent un petit peu au radio-théâtre de l'époque. On pense, par exemple, nous, on l'a fait avec le Festival des Feuilles Vives, justement. On a fait, il y a 4 des 8 textes qui ont été produits, justement, en balado-diffusion. On pense, par exemple, à la scène nationale du son qui a été portée par Transistor Media. Donc, tu sais, il y a beaucoup de trucs qui se sont réinventés, mais on s'ennuie quand même du public. C'est sûr. Est-ce que les balados-diffusions, là, ça fonctionne vraiment pour le théâtre? Je pense que, ça c'est mon propre avis, avec les auteurs, ça a été quelque chose qui a eu un certain essor. Oui, ça existait avant, mais il y a eu un certain essor durant la pandémie. Mais du côté théâtral, c'était pas quelque chose qui était super médiatisé, connu. Donc, je me demande si vraiment ça vous aide à faire connaître vos œuvres. Oui, parce que c'est-à-dire les gens peuvent quand même l'écouter à la maison ou moi je me suis retrouvé en ayant un peu un ennui du théâtre pendant la pandémie, à prendre le temps d'écouter. Ça nous plonge vraiment dans l'univers, même si nous on est dans notre univers de tous les jours, on arrive quand même à redécouvrir ces textes et à faire fonctionner l'imaginaire aussi, parce que souvent au théâtre, on va évoquer et on va pas nécessairement, il n'y a pas tout le temps un évier sur scène pour démontrer qu'il y a un évier, donc il faut quand même utiliser notre imagination. Donc ça a servi pour ça. Puis tu sais, les radiothéâtres à l'époque avaient aussi là, toute ce côté-là de justement là, de l'imagination. Donc on est revenu un petit peu aux premières sources ou à des sources pour, je pense que ça va juste permettre d'aller un petit peu plus loin encore là, au niveau de l'œuvre théâtrale. C'est un peu comme les lectures publiques, parce que je pense qu'il y a quelqu'un du domaine du théâtre qui m'a parlé il y a quelques temps, qui se disait, OK, quand les gens viennent pour écouter tout ça, là, on les laisse en fait imaginer dans quelle position se mettre. On les laisse imaginer qui peut être l'acteur principal, ce genre d'affaires-là. Donc, c'est un peu plus poussé, vu que j'ai mis mes écouteurs, j'écoute une pièce, mais mon imaginaire, il va travailler à 100 à l'heure, là. Surtout des gens qui ont un hamster dans la tête comme moi. Exactement. Puis c'est un peu ce qu'on fait aussi avec les feuilles vives, là. C'est-à-dire, les textes qui sont présentés, ce sont des mises en lecture. Donc, on est vraiment
c'est à l'avant avec le texte. C'est le texte qui est mis de l'avant avant tout et le jeu du comédien. Donc, on enlève les artifices qu'on connaît, c'est-à-dire les éclairages, les décors, les costumes, la vidéo, etc., etc. Et on passe vraiment à l'essentiel de l'œuvre, c'est-à-dire le texte. Alors, Benoît, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va partager les bonnes nouvelles. On va parler de Feuilles vives, du festival en milieu scolaire, mais aussi du 50e anniversaire de Théâtre Action. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec le nouveau directeur général de Théâtre Action, la personne de M. Benoît Roy. On a parlé un peu de son parcours, de tout ce qu'il aime, on va dire, dans le monde communautaire artistique. Et puis là, maintenant, on veut parler des bonnes actions et des bonnes œuvres de Théâtre Action. Premièrement, on a parlé des Feuilles vives qui se sont passées dernièrement durant le mois de septembre, du 16 au 18 septembre. Et il y a 4 merveilleux textes qui ont été mis en avant. Oui, tout à fait. Donc, 4 textes qui ont été mis en avant en balado-diffusion. Donc, les 4 textes, il y a une traduction de Annie Richer, c'est un texte anglophone, qui s'appelle Claire. Il y a Zadie Issues de l'artiste Merlin Simard de Toronto. Et il y a aussi le texte de Sarim avec vinaigre de Katia Café Firbézy, ainsi que Nickel City Fifths d'Alex Tétrault, un artiste de Sudbury. Alors, ces 4 artistes-là qui ont été retenus, on va dire, pour être mis en avant dans le cadre des Feuilles vives, qu'est-ce qui va se passer après pour elles? Puis j'aime bien que ce soit des femmes, je vais juste le mentionner. Oui, en effet. En fait, oui, c'est ça. Fait que, je dirais, en général, les projets des Feuilles vives ont tous été produits par des compagnies de théâtre professionnels dans le cadre des Feuilles vives. C'est-à-dire, c'est eux qui ont encadré les mises en lecture. Certaines compagnies de théâtre professionnelles ont décidé de poursuivre l'aventure avec certains des textes. Donc là, on en a vu 4 en balado-diffusion. Il y en avait 4 autres textes. Un qui s'appelle d'ailleurs Crowd Space, qui va être présenté à Toronto, traduit par Mishka Lavigne, auteur que vous connaissez. Je vois votre regard. Mishka Lavigne, c'est une grande lâche. Je n'ai rien à dire là-dessus. Oui, c'est ça, qui a reçu le prix du gouverneur général. Oui. Et puis ensuite, il y a Le Roi Poubelle, par exemple, un spectacle justement de théâtre musical pour enfants. Il y a un petit intérêt, potentiellement un projet qui va se développer dans le futur. Donc c'est ça, tous les textes ont la chance d'être découverts par les artistes, par la communauté, par les compagnies.
Et les compagnies sont un petit peu titillées sur les différents projets et après ça peuvent prendre le projet et faire hey, moi ça me tente de travailler avec toi, l'auteur qui a développé ce texte-là. Donc c'est vraiment dans une idée justement là, de développement. C'est ça, c'est une vitrine que vous offrez aux artistes là même de se faire voir, même si le travail est encore en développement. Et puis ce que j'aime aussi, si je ne m'abuse, il y a des textes de tous les âges. Il y en a pour les jeunes enfants aussi. Oui, exactement, mais c'est ça, le texte du roi poubelle. C'était un texte qui était pour les tout-petits. Il y avait aussi Jaune comme joie de Sarah Migneron. On a vu certains de ces textes qui ont été présentés à la Nouvelle Scène, par exemple. Le nom me revient plus. Mais bref. Sur le site web, il y a toutes les informations. Oui, c'est ça. Sarah Migneron, qui est une autrice, justement, là, pour le jeune public, là, qui développe là, pour le très bas âge, là, on s'entend. Puisqu'on parle de la jeunesse, là, quel est ton avis, Benoît? Là, je commence à te tutoyer parce que ça devient familier. Quel est ton avis sur l'implication des jeunes dans le monde théâtral, francophone surtout? Dans le sens où c'est un moyen d'expression pour eux. On le vit beaucoup avec le Festival Théâtre Action en milieu scolaire, d'ailleurs, qui est plus pour les élèves du secondaire. Mais c'est important que les jeunes aient accès justement à cette culture francophone en théâtre dès un bas âge. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'eux peuvent s'épanouir, peuvent se voir sur scène aussi avec toute la diversité qu'on voit sur scène aujourd'hui aussi. C'est autant une diversité de la langue, diversité culturelle qu'on peut voir sur scène. Donc, en se voyant, ils créent un sens d'appartenance à la communauté francophone. Donc, c'est important de développer justement, dès un jeune âge, cette culture d'aller au théâtre et de découvrir des œuvres théâtrales. Et puis pour eux, c'est gagnant-gagnant parce qu'ils vont développer une certaine créativité, mais en plus de ça, une confiance aussi pour s'exprimer en français. Et puis, sait-on jamais, ça serait nos stars de demain, parce que je suis sûre qu'il y a des stars qui sont sorties de chez vous, là. Parlons encore toujours des jeunes, là. On a mentionné le Festival Théâtre Action au milieu scolaire. Il va commencer le 21 avril jusqu'au 23 avril 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça fonctionne? Juste pour les gens qui ont envie d'en savoir un peu davantage. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que cette année, c'est le 25e anniversaire. Donc, on va quand même fêter ça. Dire qu'on a fêté le 50e anniversaire de Théâtre Action cette année, là, au niveau du Festival Théâtre Action au milieu scolaire, c'est le 25e anniversaire. Donc, environ 400 jeunes débarquent de partout en province et viennent présenter, certaines d'entre elles viennent présenter leurs pièces de théâtre sur lesquelles ils ont travaillé durant toute l'année. D'habitude, on est alentour de 12 représentations et en marge de ceci, ils vont suivre des ateliers en régie, en combat de scène, en voix, en maquillage, en son, on les nomme. Là. Donc, le but de tout ça, c'est de les initier et de les engager envers le théâtre. Et de vivre un week-end ou un 3 jours, mettons, où est-ce qu'ils sont complètement enveloppés par le théâtre et décident d'en faire leur passion, peut-être. Oui, c'est ce qu'on souhaite. C'est une belle immersion parce qu'ils ne vont pas juste essayer de jouer une pièce de théâtre, comme on a mentionné, ils vont toucher un peu à tout. Hein. Ils seront régie, faire du maquillage, puis dépendamment de où est-ce que tu seras positionné, tu vas te découvrir une passion. Et puis, comme tu l'as dit, sait-on jamais, peut-être que tu vas rester dans le domaine. Alors, pour s'inscrire, comment les écoles devraient fonctionner? Donc, c'est ça, on va sortir d'ici la mi-novembre, si je ne me trompe pas, le formulaire d'inscription. Premier truc à faire pour les écoles, c'est de devenir membre de Théâtre Action, parce qu'au-delà du Festival Théâtre Action, il y a aussi l'accompagnement dramaturgique scolaire. Donc, si les écoles secondaires décident de développer un texte, travailler avec un auteur, qu'eux écrivent un texte, mais veulent quand même être accompagnés par un professionnel qui connaît très bien la dramaturgie, je pense à une Michka Lavigne, par exemple, il y a cette possibilité-là. Donc ça, ces services-là sont déjà sortis. Mais sinon, pour les écoles, ce serait de devenir membre et ensuite de manifester leur intérêt
de ce côté-là pour présenter une pièce ou simplement pour amener les élèves venir faire une présentation de l'atelier. Je vais rappeler ça, Festival Théâtre Action au milieu scolaire qui va débuter le 21 avril au 23 avril 2023, mais c'est dès maintenant, là, à partir de la mi-novembre, qu'il faudrait regarder pour les inscriptions, www.théâtreaction.ca. Ça passe tellement vite, il nous reste 1 minute, mais je voulais la garder pour la fin, la bonne nouvelle, votre 50e anniversaire qui va se fêter en grand, apparemment. J'ai eu un scoop. Qui s'est fêté en grand, en fait. Oui, c'est ça. En fait, en marche des feuilles vives, le samedi, on a fait une célébration, un petit peu un retour dans le passé, un retour à nos origines, c'est-à-dire de partager la communauté, le vivre ensemble. On a entendu, d'ailleurs, Jean-Marc Dalpé y était. On avait André Legault, qui est le fondateur du Théâtre du Trillium. Il y avait un Robert Marinier qui était là. Il y avait plein d'intervenants qui étaient là à la création de Théâtre Action en 1972. Donc, c'était quand même intéressant de les avoir là, d'entendre leurs histoires. C'était très, très, très touchant. Et puis, en même temps, ça échange des idées, sait-on jamais, hein, pour la nouvelle saison et puis surtout pour toi qui portes un nouveau chapeau. Écoute, Benoît, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces belles informations avec nous. On te souhaite plein succès pour ton mandat et puis nous, on est là, accessible, là, s'il y a de nouvelles informations concernant Théâtre Action. Je te souhaite une bonne journée. Merci, on va se revoir, c'est certain. Alors, vous autres à la maison, concernant toutes les activités de Théâtre Action, il s'agit de Feuilles Vives, mais aussi du Festival Théâtre Action en milieu scolaire où les inscriptions seront ouvertes à partir de la mi-novembre. Vous pouvez visiter le www.théâtreaction.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle de comment élaborer un bon plan de vie, comment connaître son chemin de vie avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'étais en train de penser un peu à ma question que j'allais poser à notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui vient nous parler de son ouvrage « Vie ta vie », un guide de mieux-être. Et on est à la page 76 aujourd'hui, où est-ce qu'on parle du chemin de vie. Et pourquoi j'ai ma langue à fourcher tantôt? Parce qu'avant la pause, Sylvie, j'ai parlé du plan de vie. Alors qu'aujourd'hui, on parle du chemin de vie. Et puis, je voulais savoir s'il y a une grosse différence entre ces deux choses-là. Non, il n'y a pas de différence. Le chemin peut être aléatoire, il peut être inconscient, c'est-à-dire qu'on se promène, puis on prend la fourche qui vient, et puis on suit, puis on découvre. Et il y a certains bénéfices à ça, hein, c'est-à-dire qu'on part à l'aventure. Un plan de vie, c'est qu'on est un petit peu plus conscient quand on marche ce chemin-là et on fait des choix. Quand on arrive à une fourche, on dit « Ah non, j'ai décidé de prendre la droite plutôt que la gauche ». Alors, le plan de vie, c'est d'établir des objectifs, des façons de faire, des pratiques qui nous amènent là où on veut bien aller.
OK, donc chemin de vie, il n'y a pas grande différence, seulement que le plan de vie, c'est nous qui décidons exactement qu'est-ce qu'on va faire quand il va arriver le moment de tourner à gauche ou à droite. OK, je comprends mieux maintenant. Alors, tu viens nous présenter un diagramme quand on parle du chemin de vie, où est-ce qu'il y a différents éléments et tu m'as dit qu'on allait en parler durant toute la saison. Pourquoi on a décidé de parler pour cette nouvelle saison-là du chemin de vie? Est-ce que c'est parce qu'on sort de la pandémie et que les gens ont changé d'idée concernant leur propre vie? Peut-être, on commence par la fin parce que c'est une des dernières sections du livre que j'ai écrit qui nous demande de justement imaginer la meilleure version de soi-même. Et je veux ouvrir une parenthèse là-dessus. Donc, il n'y a pas une meilleure version de soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une version ultime de qui on veut être. Mais dans le moment présent, dans les circonstances, dans la période ou la saison de vie là où on est, il y a une meilleure version de soi-même. Ma fille se marie samedi. Et la meilleure version de moi-même, dans les derniers mois qui ont précédé cet événement-là, c'est d'être présente à elle, d'être un appui pour elle, mais de ne pas diriger, de ne pas exiger, de ne pas mettre ma version d'un beau mariage sur son rêve à elle. Donc, ma meilleure version de moi-même, c'est d'être une mère qui était à ses côtés plutôt qu'une mère qui la tirait derrière elle. Tu comprends? J'aime bien qu'est-ce que tu es en train de dire là. J'espère que ça sert à tous les parents qui sont... c'est pas mauvais en même temps, Sylvie, d'être un parent qui veut couvrir son enfant parce que vous voyez loin par rapport à vos enfants. Oui, et c'est toujours un petit peu le défi quand tu es parent de dire, bon, OK, est-ce que je laisse passer cette histoire-là ou est-ce que j'interviens? Est-ce que je fais un rappel des valeurs? Est-ce que je mets une conséquence négative sur ce comportement-là? Et encore là, il y a plusieurs choix à faire. Et c'est de décider dans le contexte actuel, est-ce que je suis appelée à donner des directives ou appelée à témoigner et à appuyer? Ça, là, c'est une grosse question. En tout cas, félicitations pour le mariage de ta fille et puis félicitations pour, je vais dire, la façon dont tu arrives à agir parce que je sais que tu veux le bien pour ta fille. Mais en tout cas, félicitations pour le partage que tu nous fais. Tu as mentionné tantôt qu'il n'y a pas une seule version de nous-mêmes. On va se réinventer plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il en est du chemin de vie? Est-ce que tu penses que je pourrais décider aujourd'hui d'avoir un chemin de vie X et demain, finalement, je m'en vais sur un chemin de vie Y? Tout à fait. Comme on peut voir sur le diagramme, par exemple, il y a un ballon, une montgolfière qui s'appelle Ma vie amoureuse. Et on pourrait, après un divorce difficile, dire ma vie amoureuse, je la mets de côté parce qu'il faut que je me retrouve. Il faut que je réapprenne qui je suis, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien. Alors, dans cette circonstance-là, la meilleure version de moi-même n'inclut pas un partenaire de vie. Dans d'autres circonstances, je suis une jeune femme de 25-26 ans, je viens de finir mes études, je vois mes amis se marier, avoir des enfants. Peut-être que dans ma meilleure version de moi-même, c'est d'imaginer avec un partenaire de vie. C'est différent. Alors, comment moi je... Donc, c'est pas une prescription. C'est pas une prescription, ça vient avec s'écouter. Il y a quelque chose que tu nous dis tout le temps, apprendre à s'écouter. Tout à fait, apprendre à s'écouter. Et je veux vraiment faire une distinction entre la meilleure version de moi-même et la perfection. Je ne parle pas de perfection. OK. Ça, tu envoies du lourd, là. Tu envoies du lourd, oui. Ben parce que je suis une perfectionniste, malheureusement, et j'ai dû naviguer ça toute ma vie. Et en tant que perfectionniste, pour ceux qui nous écoutent, c'est jamais assez. C'est jamais suffisant. Il y a toujours d'autres choses que je pourrais faire. Je suis pas assez petite, je suis pas assez en forme, je mange pas assez bien, j'ai pas assez étudié. Donc, c'est toujours le pas assez. Donc, je parle pas d'actionniste. Je parle vraiment d'une prise de conscience sur qu'est-ce qui me servirait le mieux maintenant, ici et maintenant.
Et ce qui me servirait le mieux, peut-être, c'est peut-être de me remettre en forme physique. C'est peut-être de me remettre à marcher parce que, bon, mon médecin me dit que j'ai pris du poids, que j'ai commencé à faire un petit peu d'arthrite, bon, etc., etc. Donc, peut-être que ma meilleure version de moi-même, c'est de faire de l'exercice. Mais c'est pas pour atteindre la perfection. C'est pour me faire du bien. Être à la bonne place. J'aime trop qu'est-ce que tu es en train de dire, là, ça me touche parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai mes to-do list et puis je sais qu'est-ce que j'ai à faire. Quand je termine, j'ai l'impression que vu que je suis toujours dans le go-go-go ou que j'ai été ces dernières années dans le go-go-go, quand j'ai plus rien à faire, je me sens mal. J'ai l'impression que j'ai manqué quelque chose. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Et puis bon, j'ai recommencé à marcher et puis là, j'ai décroché. Il a fallu que je recommence la marche, sinon c'est ça le perfectionniste, ça t'a toujours envie de faire quelque chose. Mais je pense que c'est quelque chose qui est mauvais. C'est parce que la vie, on la contrôle pas, hein? La vie, on la navigue. La vie, on la témoigne ou on la saisit, mais on ne la dessine pas jusqu'à un certain point. Il y a certaines choses qu'on peut choisir. Regarde, je vais donner un exemple. Il y a 1 mois, j'ai décidé de me remettre à l'exercice, mais vraiment fort parce que j'avais eu le COVID, j'ai le long COVID. Donc, bon, j'ai fait comme une pneumonie, etc. Donc, j'étais vraiment pas bien. Mais je me suis dit, le mariage de ma fille arrive, je veux me remettre en forme, je veux me trouver belle, bla, 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 bla. Alors, cette semaine-là, c'était la grosse panique. Je faisais des poids et haltères, j'allais courir, j'allais marcher. Le vendredi, je me suis dit, oh mon Dieu, il est midi, j'ai pas encore fait mon exercice. Je dis à mon mari, OK, on embarque sur la bicyclette, on fait 20 km, j'ai besoin de rentrer mon exercice pour être en forme puis atteindre justement ce perfectionniste-là de qui je serais à tel poids, à telle forme, le 8 octobre. Et j'ai eu un accident. Je me suis fracturé le coude et 2 côtes. Wow. Résultat, je ne peux pas faire aucune forme d'exercice depuis 1 mois. C'est frustrant. Dans ma tête à moi, pour être bien prête pour le mariage puis être en forme, je devais me lancer dans l'exercice et la vie m'a appris que bon, c'est pas moi qui choisis. Rassure-nous que tu vas bien entre-temps. J'ai encore de la douleur, puis bon, on va voir avec le chirurgien si j'ai besoin de chirurgie, mais c'est un peu ça la vie, hein? C'est comme, bon, j'avais mon plan. C'est ça, on parlait de plan puis de chemin. Mon plan est différent de mon chemin. Mon chemin, c'est que j'ai dû naviguer de la douleur et de la réadaptation. Je peux même pas tourner mon bras comme ça sans le soutenir. Et donc, ce qui fait que j'avais une très bonne excuse pour pas faire de l'exercice physique. Et j'ai dû faire un petit peu le deuil. Il y a eu la culpabilité, puis il y a eu, bon, ben je devrais, puis c'est frustrant, je peux pas. Puis finalement, il y a eu l'acceptation. Je me suis dit, ben je peux pas. Alors, je vais profiter de mon matin. Je vais aller prendre une marche tranquille, admirer la nature. Écoute, c'est bon qu'est-ce que tu partages là parce que la vie peut souvent nous envoyer des messages pour nous bloquer un instant quand on y va trop fort. On va continuer notre conversation après la pause, Sylvie. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du chemin de vie avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui m'a rendu un peu triste avant l'émission parce qu'elle m'a dit qu'elle a eu des bobos. Mais je sais qu'elle va bien. Ça m'a déconnecté un tout petit peu. Mais si on revient à notre chemin de vie, on a vu le diagramme tantôt, il y a plusieurs éléments qui nous accompagnent dans notre chemin de vie. Et j'aimerais, si tu le permets, qu'on parle des valeurs. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais juste un petit rappel. Les valeurs, je pense que ça s'actualise au fur et à mesure qu'on grandit. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui est organique, c'est-à-dire qui grandit, qui rétrécit ou qui est plus pointu, tout dépendant de la saison de vie dans laquelle on est. Mais il y a des valeurs qui restent. Hein? Moi, je vois vraiment les valeurs comme notre boussole interne. C'est-à-dire que j'ai une valeur fondamentale d'aider les autres depuis que je suis toute petite. Donc, dans toutes les versions de carrière que j'ai choisies, il y avait cette composante-là d'aider les gens, mais qui se concrétisait de différentes façons, soit comme thérapeute, soit comme formatrice, soit comme accompagnatrice, comme coach, etc. Donc, il y a des valeurs qui sont fondamentales et qui changent peu, et il y en a d'autres qui s'ajoutent. Selon notre parcours. Si je deviens parent, tout d'un coup, j'ai la valeur d'être de la famille. Si je décide de retourner à l'école, j'ai une valeur d'éducation, de connaissance, de dévotion à mes études. Donc oui, les valeurs nous guident et elles changent au fur et à mesure. Les valeurs nous guident et elles changent. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'aimerais qu'on discute là, parce que ça a rendu mal à l'aise, et moi, et des personnes dans mon entourage, c'est les valeurs famille et amis. Je vais laisser la famille, parce que la famille, on ne la choisit pas, mais concernant les amis, je pense que les gens se sont retrouvés avec eux-mêmes durant la pandémie. Ça a poussé tout le monde à se recentrer sur soi-même. Puis, on a remarqué qu'il y a certaines relations qui ne fonctionnaient plus pour nous. Puis pour ceux qui ont du mal à lâcher prise, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Bien, comme toi et comme beaucoup d'autres, j'ai vécu la même chose. J'ai réalisé que sans le contexte de, je sais pas moi, du travail ou d'activité sociale, si je faisais pas l'effort d'aller chercher ces gens-là, tout d'un coup, 2 ans passent et j'ai pas eu de contact. Alors, je me suis dit, bon, quelle sorte d'amitié c'était? J'ai donné un atelier dernièrement à des parents d'enfants avec des besoins spéciaux, donc autistes et spectrum de l'autisme, anxiété, etc. Et je leur ai dit ça. Et ça m'a tellement fait du bien. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a plusieurs années, je l'ai retenu, qu'il y a 3 types d'amitié. Okay. Il y a des amitiés pour des raisons. Donc, je me lance à jouer du tennis. Alors, j'ai des amis qui jouent au tennis et ça, c'est des amis de raison. Et si, je me brise un coude et puis je suis plus sur le terrain de tennis, ben ces amis-là, ils sont pas vraiment très présents dans ma vie. Ils sont là pour une raison. Et donc, ils viennent et ils repartent. Il y a des amis de saison. C'est-à-dire que, ça peut être des amis qu'on rencontre dans le contexte du travail. On est là 2-3 ans, on sort avec eux, on prend un verre, on va à des barbecues, et puis là, on change de travail, puis l'amitié s'effrite. C'est juste qu'on a changé de saison. Et il y a des amis pour la vie. Des amis qu'on connaît, avec qui on a des rapprochements et puis des éloignements, mais qui sont toujours là dans notre entourage, soit de façon directe ou indirecte, et ça, c'est des amis pour la vie. Donc, si on se permet de reconnaître qu'on a des amis pour des raisons, pour des saisons et pour la vie, ça peut adoucir un petit peu cette peine-là qu'on pourrait avoir d'avoir perdu certaines personnes de vue. J'adore qu'est-ce que tu es en train de dire là. C'est un gros enseignement, surtout pour les amis de raison, parce qu'il y a des centres d'intérêt qui nous relient et puis on se demande pourquoi finalement j'ai pas de lien avec une telle personne, et c'est parce que ça fonctionne plus. Donc raison, les amis de raison, les amis de saison et aussi les amis pour la vie. Il va nous rester 2 minutes. J'ai envie de te demander aussi, vu que tu écris beaucoup et tu nous l'enseignes, j'ai même commencé, tu nous enseignes ça. Je veux juste te demander, pour quelqu'un qui veut connaître son chemin de vie, en fait, il est mêlé, il ne sait pas vraiment où est-ce qu'il doit comment écrire son chemin de vie, par quoi on devrait commencer, ou quels sont les points sur lesquels je devrais m'appuyer?
Ben, tu vois, sur ce chemin de vie-là, il y a différentes suggestions, mais c'est pas exhaustif. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'en enlever, vous pouvez choisir d'en rajouter. Alors, la première étape, c'est de se demander quelles sont les pierres angulaires de ma vie. Quelles sont les briques de fondation de ma vie? Qu'est-ce qui fait que je suis bien ou je suis moins bien? Donc, pour moi, l'aspect santé physique, c'est important. Pour d'autres, ça pourrait être, je sais pas moi, leur vie spirituelle. Pour d'autres, ça pourrait être, je sais pas moi, leurs finances, l'économie, c'est-à-dire d'avoir un bon revenu ou le statut social. Donc, interrogez-vous, quelles sont les pierres angulaires sur lesquelles je peux bâtir une vie qui me ressemble et qui me fait du bien? Ça, c'est une très bonne question à se poser. Alors, il va nous rester 45 secondes. Je sais que ton ouvrage, il est encore disponible parce que ce dont on parle aujourd'hui se trouve à la page 76 de ton ouvrage « Vie ta vie, un guide de mieux-être » qui est vraiment, vraiment très, très utile, surtout pour quelqu'un qui a envie de repenser sa vie. Je sais de quoi je parle. www.l2emergence.com. Il y a plein de questionnaires qui font réfléchir. Là, je ne sais pas où tu es allé chercher tes questions, mais à chaque fois, je reviens, je relis, j'ai de nouvelles réponses pour ça. Puis c'est là que je comprends tout ce qu'on parle aujourd'hui concernant le chemin de vie ou le plan de vie, ça va s'ajuster. J'ai envie de te garder avec moi après la pause parce que j'ai une dernière question pour toi. Alors vous aussi, si vous voulez entendre ma question, on se voit juste après. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Cette semaine, on rencontre Kimia, un rappeur et poète qui fait fureur depuis la sortie de son dernier album Or et Flamme. Lors de sa visite, il nous parle de son prochain album qui s'en vient très bientôt. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. On a parlé du chemin de vie aujourd'hui, qui se trouve à la page, une thématique qui se trouve à la page 76 de son ouvrage Vie ta vie, le guide de mieux-être. Et Sylvie, tu viens pas juste pour nous parler, pour nous partager tes merveilleux conseils, mais tu offres aussi des formations et des coachings. Et j'ai l'impression que ça a repris très fort de ton côté. Oui, puis dans des directions nouvelles, c'est-à-dire des groupes de parents, des enseignants, etc. Puis ça me fait plaisir parce que c'est vraiment des gens qui s'intéressent et qui peuvent appliquer ces principes-là. Alors, pour avoir accès à toi, si on part sur le site web, facile, on prend contact et puis... OK, c'est bon. C'est bon. Mais écoute, merci beaucoup et puis j'ai hâte de te voir la prochaine fois en studio. Moi aussi. En forme et en santé. Oui. Alors, pour vous autres à la maison, www.l2emergence.com, c'est le site web de notre coach de vie, Sylvie Lapointe. C'est là que vous pouvez avoir accès à elle. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour en studio à partir de 11h. On va découvrir ensemble l'émission intitulée Les Matins Uniques, présentée par l'animateur Sylvain Caron sur les ondes de Unique FM. Et on va avoir d'autres invités super intéressants. À demain à 11h. Bye bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Regardez TV Rogers, Ottawa.